Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que les derniers puissent se connecter. On commencera aux alentours de 11h35. Bonjour. Vous avez l'outil de chat donc à droite, donc certains l'ont déjà découvert. Si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez aussi l'onglet questions, donc pour poser vos questions. Et en tant qu'animatrice, je les transmettrai à Arthur dans la partie questions-réponses pour qu'il puisse y répondre. Bonjour à toutes et à tous. Je propose, de toute façon, je pense qu'on va commencer dans 3 petites minutes, le temps que les gens puissent arriver, et puis si certains nous prennent en cours de route, ce n'est pas très grave. Bonjour. Bon, Arthur, je te propose qu'on ouais. commence. Très bien, alors, super, je vais commencer. Bonjour, merci à tous, merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire Map in Action sur fédérer le territoire pour piloter l'action publique locale. Donc l'idée de ce webinaire est très simple, hein, c'est tout d'abord de dresser un premier état des lieux un petit peu de la gouvernance en matière d'action publique locale et de dégager quelques pistes de réflexion permettant de mieux l'appréhender, mieux la comprendre, pour tout ça, pour tout simplement faciliter le passage à l'action et faciliter la mise en place et la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc c'est plutôt un séminaire à vocation opérationnelle. Je vous propose de séquencer un peu en 2 temps. Un premier temps, donc une présentation PowerPoint très classique. Un deuxième temps, des questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'y répondrai. Donc, en revanche, on gardera les questions du webinaire, enfin durant la présentation pour l'après, histoire de pas couper la présentation. Voilà, donc je vais partager mon écran. Laura, dis-moi s'il y a un souci dans le partage. Normalement, vous devez voir la slide numéro 1. C'est tout bon, ouais. Super. Donc, fédérer le territoire pour piloter l'action publique locale. Le point de départ, en fait, bon, déjà, l'idée, c'est d'aborder cette question un peu en trois principaux points.
Donc tout d'abord, une action publique locale qui est en constante évolution. Ensuite, finalement, est-ce que piloter l'action publique locale ne revient pas à piloter les transitions des territoires? Et enfin, finalement, face à ces nouvelles problématiques qui émergent, des nouvelles solutions émergent aussi. Du coup, l'action publique locale est une matière en constante évolution. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par action publique locale? Action publique locale, c'est l'ensemble des politiques publiques territoriales mises en place soit par des collectivités, soit par des acteurs parapublics, et qui s'inscrivent en fait tout simplement dans l'amélioration des services rendus aux citoyens. En fait, l'action publique locale est par définition quelque chose de multi-échelle. Tout d'abord, elle peut s'appuyer sur une contractualisation. Une contractualisation, et je pense à Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, je pense au tiers-lieu avec les programmes Nouveaux lieux, Nouveaux liens. Maintenant, avec le cadre du plan de relance, il y a les CRTE, il y a les projets alimentaires territoriaux. Bref, tout un tas de contractualisations qui permettent à la collectivité d'aller récupérer des financements en répondant à des cahiers des charges, en tout cas à des impératifs imposés par l'État. L'action publique locale, elle s'appuie aussi sur des outils stratégiques à l'échelle locale. Je pense au PLU, PLUI, au SCOT, au STRADET. Et donc, en fait, ces outils stratégiques locaux, finalement, ils vont se retrouver dans les contractualisations un peu au-dessus, mais ils vont aussi avoir leurs actions propres et leurs contraintes propres. D'autant plus que c'est des outils souvent d'urbanisme réglementaire et donc qui s'imposent à la collectivité ainsi qu'aux différents parties prenantes du territoire. Et enfin, et c'est peut-être la partie la plus complexe, j'ai envie de dire, de la mise en place des politiques publiques territoriales, c'est la diversité d'acteurs, donc des acteurs publics. Alors, ça peut être depuis notamment les dernières lois de la décentralisation, des liens entre différentes collectivités et différentes échelles, entre une région et une région chef de file et une intercommunalité, ça peut être entre une intercommunalité et une ville. C'est aussi des acteurs des acteurs publics type État, préfecture et collectivité. Je pense que pour les collectivités présentes, vous savez toute la difficulté ou la complexité que cela peut être d'aller chercher des fonds de l'État à l'échelle préfectorale. Hein. Je pense notamment à des fonds type DETR, etc. Et aussi, on voit l'émergence d'une nouvelle gouvernance en fait publique-privée, avec l'émergence de boîtes de conseil qui sont de plus en plus présentes sur les territoires, de consultants qui sont de plus en plus présents sur les territoires, ainsi que l'implication aussi bien des citoyens, des entreprises, des universités qui recherchaient pour mener à bien le projet. Et donc tout ça en fait crée vraiment un écosystème territorial relativement complexe qui convient d'appréhender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir des acteurs, des politiques, des financeurs, des collectivités, l'État, des acteurs privés et des citoyens qui vont être autour d'une même table et qui vont discuter ensemble des projets territoriaux. Et ça impose à la collectivité, ça impose aux porteurs de projets, finalement, de nouvelles contraintes qui avant n'étaient pas forcément à l'ordre du jour. Ces contraintes, elles s'expriment avec un besoin accru de coopération entre ces acteurs, des reportings réguliers à différents niveaux, un reporting pour celui qui va donner la subvention, un reporting pour le financeur bancaire, c'est aussi des besoins en matière d'évaluation, c'est aussi une raréfaction des moyens financiers avec une phase de recherche de financement qui est de plus en plus complexe, et aussi peut-être une posture nouvelle pour les décideurs publics locaux, qui est celle d'emporter l'adhésion d'acteurs autres que le citoyen électeur, mais aussi d'acteurs privés, d'entreprises locales, bref, de l'écosystème territorial. Donc, toutes ces nouvelles contraintes, toute cette nouvelle contrainte, en fait, s'exprime aussi dans la mesure où, aujourd'hui, l'action publique locale, c'est tout simplement la transition du territoire, les transitions des territoires. Et donc, par transition, et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise très souvent, qu'est-ce que ça veut dire transition? Transition, c'est tout simplement le passage d'un état ancien à un état nouveau, avec la prise en compte de nouvelles contraintes. Et là, j'en exprime quelques-unes. Alors, c'est de manière très macro et pas du tout exhaustif. Mais voilà, aujourd'hui, on assiste à une transition des espaces urbains. On voit l'émergence des problématiques telles que l'urbanisme tactique, la reconversion des friches, les nouvelles mobilités actives. C'est une transition écologique, bien entendu, mais qui s'exprime très concrètement sur les territoires avec des politiques publiques en matière de lutte contre les îlots de chaleur urbains, de végétalisation des espaces. On essaie de limiter la place de la voiture et de créer de la multimodalité, la mise en place de circuits courts alimentaires, de développement des filières responsables agricoles, notamment pour les territoires un peu ruraux. Donc, c'est
c'est un paquet de transition écologique dont on parle souvent, mais qui s'exprime très concrètement dans les politiques publiques. Et là, je passe aussi toutes les problématiques de transition énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments publics. La transition, elle s'exprime aussi par les usages. Déjà, la première transition, c'est qu'aujourd'hui, la première des transitions par l'usage, c'est une plus grande prise en compte de la vie des citoyens, avec des commissions consultatives, avec un souhait d'impliquer ces derniers dans les projets, dès l'amont, pour qu'ils soient informés tout au long du processus. C'est aussi, très concrètement, le passage d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est plus forcément obligé d'avoir la propriété sur l'ensemble de nos biens, mais que certains d'entre eux peuvent être partagés. Et les collectivités locales l'ont bien compris. Et je pense notamment à l'exemple des vélos en libre service. Je pense aussi à l'exemple du développement du covoiturage. Et donc, toute cette transition des usages doit être accompagnée par le politique. Aussi une plus grande, je pense à une plus grande mixité programmatique, et donc ça c'est un terme technique, mais qui exprime tout simplement que lorsque vous allez avoir un renouvellement urbain ou alors des nouveaux programmes immobiliers, vous allez de plus en plus intégrer dès la conception du projet un mélange entre commerce, entre habitation, éventuellement penser à des tiers-lieux, des usages nouveaux du bâtiment, et donc en fait ça crée aussi des projets urbains plus complexes qui intègrent davantage d'acteurs. Et aussi, bien entendu, ça c'est tout récent depuis la crise Covid, un essor du télétravail qui remet en avant les villes qu'on appelait à l'époque des villes de territoire un peu périphériques, en leur redonnant un rôle central, parce que on n'est plus obligé forcément d'habiter dans le cœur de ville des métropoles pour travailler, mais on peut aujourd'hui être des navеттants sur 2 jours par semaine, télétravailler 3 jours par semaine, et ça change quand même les territoires. Transition aussi, industrielle, je pense qu'on le sait tous, hein, mais aujourd'hui, l'émergence de l'industrie 2.0, avec aussi ce besoin d'accompagner les compétences, les nouvelles compétences. C'est aussi des transitions en matière de logistique, avec l'émergence de la logistique du dernier kilomètre, une question de la question de la fiscalité, comment on fait évoluer la fiscalité pour qu'elle soit plus attractive pour les secteurs que l'on cherche à attirer et peut-être un peu moins pour d'autres secteurs. C'est des infrastructures aussi moins polluantes et, bien entendu, anticiper les stratégies qu'on appelle d'exit des grands groupes et donc la possibilité pour des entreprises de quitter le territoire et donc anticiper cela. Et enfin, c'est une transition qui est très marquée sur le plan commercial, avec à la fois l'avènement et le développement des applications mobiles, mais aussi l'émergence des boutiques à l'essai, l'utilisation des droits de préemption de surface commerciale, la recherche de nouveaux porteurs de projets, etc. Et donc, en fait, on assiste vraiment à une transition qui est multisectorielle et finalement qui peut être résumée très simplement en transition territoriale. Et donc, finalement, piloter l'action publique locale revient à piloter la transition du territoire. Ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est particulièrement marqué de par l'accélération du rythme et de par l'accélération aussi des urgences climatiques, de l'urgence climatique, de l'urgence sociale et de l'urgence du cadre de vie, tout simplement. Ça débouche, selon nous, et c'est notre vision chez MIA, sur un enjeu très précis. C'est que pour pouvoir basculer d'un pilotage de politique publique territoriale un peu en silo vers ce pilotage des transitions, ça nécessite de quitter la gouvernance qu'on appelle institutionnelle. Alors, la gouvernance institutionnelle, c'est quoi? C'est finalement avoir des acteurs qui vont raisonner en fonction de leurs besoins, de leurs expériences, et des acteurs qui sont vus finalement comme étant des partenaires territoriaux qui sont mobilisables à un instant précis du projet. Et je prends un exemple, la banque, vous allez la mobiliser en début de projet pour financer le projet, le citoyen, vous allez le mobiliser en milieu, fin de projet pour remporter son adhésion. Les acteurs économiques privés, vous allez essayer d'organiser des clubs avec eux. Mais finalement, c'est vraiment une gouvernance institutionnelle où vous allez avoir un rapport avec eux partenarial à un instant précis. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est un des principaux éléments bloquants dans cette gouvernance de la transition, parce que ce qui est important, selon nous, c'est vraiment que ces acteurs-là ne rentrent pas dans votre projet et dans votre politique territoriale par l'offre qu'ils ont à proposer, en fait, par leur offre de service, mais vraiment par l'usage et finalement par la finalité de la politique publique. Et donc, en fait, il faut que les acteurs, finalement, de cette gouvernance territoriale soient des acteurs par l'usage.
Et ça signifie pour vous, concrètement, réussir à les mobiliser pour mener ces transitions, alors qu'ils ne sont pas forcément habitués, ni même outillés pour cela. Et donc, ça suppose de les impliquer sur l'ensemble de la chaîne de la valeur du projet. Et pour cela, vous allez avoir besoin de mettre en œuvre une véritable transversalité entre les acteurs, une horizontalité entre ces acteurs et aussi une agilité. Tout le monde doit être informé rapidement de ce qu'il en est. Tout le monde doit être en mesure d'influer à chaque étape du projet sur ce dernier et tout le monde doit avoir la possibilité de discuter et d'échanger avec l'écosystème en place. Et donc, du coup, ces nouvelles dynamiques émergent. On n'est pas toujours outillé pour répondre à cette dernière. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé l'outil MIA Mapping Action et avons essayé un petit peu de penser quelques pistes de solutions pour permettre justement de mettre en place cette gouvernance de la solution. C'est un peu ésotérique, mais concrètement, c'est très opérationnel en fait comme approche. Et notre souhait, c'est justement de faciliter la gouvernance de la transition, des différentes transitions du territoire. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie pour nous, on a identifié différents besoins pour piloter et faciliter le pilotage de l'action publique locale. Le premier de ces besoins, c'est déjà que que l'ensemble des acteurs partagent une représentation commune, à savoir tout simplement qu'ils aient la même vision du territoire, sur ses limites géographiques, mais aussi sur son écosystème, sur ses données socio-démographiques, sur ses données économiques, sur ses données environnementales. Bref, avoir cette vision unique et commune et partagée du territoire. La deuxième des choses, c'est d'avoir un langage commun et partagé, c'est-à-dire réussir à faire parler l'industriel, le citoyen et le politique autour d'enjeux communs et de manière très fluide et très simple. Ça signifie tout simplement peut-être utiliser un peu moins de grands concepts et de grands mots qui ont leur représentation pour chacun des acteurs et pour des grands mots qui ont chacun finalement une définition particulière en fonction de qui le dit. Et du coup, vraiment, cette notion de langage commun est très importante. Et enfin, le dernier niveau, c'est créer une continuité organisationnelle qui permet de favoriser le passage à l'action. Par continuité organisationnelle, et je reviendrai dessus tout à l'heure, on entend quoi? On entend tout simplement la possibilité d'avoir l'ensemble des acteurs qui partagent un espace commun et il n'y a pas de rupture en fait d'information ni de charge dans le pilotage du projet. Et en fait, tout ça, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une chose très simple, en fait, c'est qu'on quitte vraiment cette logique un peu, j'ai envie de dire, partenariale. Vous allez avoir des partenaires dans vos politiques publiques locales pour arriver vraiment à la création d'une communauté d'acteurs. Donc, vous allez avoir des acteurs qui sont impliqués dans votre vision stratégique, qui sont impliqués dans la mise en œuvre de cette dernière et qui ne sont pas juste, finalement, des ressources qu'on vient mobiliser à un moment donné. Et donc, vraiment, cette création de communauté d'acteurs, c'est quelque chose de clé pour nous et c'est ce qu'on a essayé un petit peu de créer avec MIA autour de ces trois piliers. La cartographie, qui permet d'avoir justement ce langage commun. La collaboration, qui permet d'avoir cette continuité organisationnelle. Et enfin, le pilotage, qui permet d'avoir cette vue d'ensemble. Concrètement, et c'est un petit peu, je pense, quelque chose d'intéressant pour les territoires, créer un écosystème, c'est déjà partager un espace cartographique selon nous, parce qu'on croit vraiment en cette langue commune, en cette langue universelle de la carte. Donc, c'est créer un espace accessible à tous les acteurs du territoire et qui permet de voir finalement les projets de ce dernier. Et donc, on va tout simplement connecter les acteurs du territoire, sa gouvernance, au projet. Et en faisant ça, on va faire émerger une représentation collective du territoire. D'autant plus que la carte est aussi un magnifique support d'outils analytiques avec différentes données de ce dernier. Mais pour fédérer ces acteurs, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, il ne s'agit pas juste d'avoir une carte commune, il s'agit aussi d'apporter une méthode. C'est-à-dire que ces acteurs résonnent ensemble en tant que écosystème territorial, en tant que finalement communauté. Et pour cela, nous, on aime bien mettre en place ce qu'on appelle des séminaires ressources, mais en tout cas, ce que je trouve qui est intéressant, c'est vraiment de mettre en place ces moments d'échange et ces moments de partage entre les acteurs et d'être en mesure de capitaliser dessus, pas juste faire des réunions et pas juste faire des échanges. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un exemple d'une mission que nous avons menée. On a fait venir différents acteurs à l'échelle d'un quartier de la ville.
et on les a fait dialoguer, échanger. On leur a permis de finalement cartographier eux-mêmes les ressources d'un territoire, eux-mêmes les projets qu'ils souhaitent voir émerger d'un territoire, et on a connecté tout ça grâce à l'outil cartographique ensemble pour créer cet écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette session de travail où ils ont pu se découvrir, échanger et finalement faire émerger cette vision commune du territoire, ils ont pu continuer à partager ce moment grâce à l'outil MIA par la suite, en utilisant finalement cet outil aussi comme étant l'outil d'animation de leur écosystème territorial. Et donc finalement, on a créé l'écosystème grâce à la méthode et grâce à l'outil, mais l'outil n'est finalement qu'une prothèse à cette méthode plus globale. Aussi, MIA permet, et c'est tout l'intérêt de ce partage finalement, de cette création d'écosystème et de cette représentation du territoire dans le pilotage des transitions, MIA permet vraiment de partager cette analyse commune avec des données en matière démographique, en matière sociologique, en matière d'emploi, et donc en matière de transition énergétique, écologique. Et donc, grâce à cela, en fait, on va venir superposer finalement l'écosystème, les projets et les données territoriales pour voir finalement là où c'est vraiment pertinent et ce qu'il faut faire pour que le territoire évolue en mieux. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'un point qui nous semble très important dans le pilotage de l'action publique territoriale, c'est cette question de continuité organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement être en mesure de fédérer les acteurs dans le projet sans qu'il y ait de rupture, à savoir que l'ensemble des acteurs partagent une vision commune des différents moments d'intervention et des différentes étapes du projet. Pas qu'il y ait un maître d'œuvre qui détienne toutes les informations et ensuite qui redispatche. Avoir cette continuité organisationnelle, c'est clé parce que ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de gagner en impact et ça vous permet tout simplement de fédérer les acteurs tout au long du projet et donc, en fait, finalement, qu'ils soient plus facilement mobilisables au moment clé où on a vraiment besoin d'eux. Et donc ça, par exemple, chez nous, on a différents outils qui permettent d'assurer cette continuité organisationnelle. Elle passe par ce diagramme de Gantt, qu'on pourrait appeler plus simplement rétroplanning, et qui est très intéressant parce que cet espace qui peut être partagé par l'ensemble des acteurs permet vraiment de savoir le qui fait quoi, quand, où. Et c'est déjà un début d'agilité qui permet de gagner du temps et gagner du temps dans le pilotage de vos transitions, de vos politiques plus territoriales. Et quand on sait l'urgence des différents sujets et finalement le temps très court nécessaire à leur mise en œuvre, eh bien, c'est très important d'avoir ces petits outils et cette continuité, et de mettre en place cette continuité organisationnelle. Aussi, chose très importante, c'est la collaboration. On parle souvent de collaboration aujourd'hui entre acteurs, on parle souvent de processus d'idéation, de processus de réflexion, etc. Et ça, c'est très intéressant, mais on a beaucoup de mal à capitaliser sur le travail collaboratif. Et c'est pour ça qu'il nous semble plus qu'important d'être en mesure de proposer à l'échelle du territoire et à l'échelle des projets du territoire des représentations et des espaces collaboratifs pour piloter le projet. Et donc, c'est un petit peu ce que MIA propose. C'est tout simplement de faire, en fait, et de mettre en place un espace, une page projet, une fiche projet qui, elle, est collaborative, accessible à tous, ou en tout cas toutes les personnes pertinentes, bien sûr, pour le projet, et qui peut être enrichie par les différents acteurs. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un pilotage vraiment, cette fois-ci, collaboratif et de faire gagner du temps dans le pilotage de ce dernier, de la transparence, de l'information, et donc finalement de faciliter le passage à l'action et de limiter au maximum les petits blocages institutionnels qui à la fin se traduisent par soit des grands retards, soit carrément des abandons de projet. Voilà, donc ça c'était un petit peu, j'ai essayé de faire assez court dans ma présentation. Donc c'était un petit peu la présentation sur faciliter le pilotage des politiques publiques territoriales. Juste un petit mot sur l'équipe ICO MIA. Donc MIA Mapping Action, en fait, on est une société, on est une scope basée à Lyon, cofondée par Vincent Passini qui est chercheur, enseignant-chercheur ainsi que consultant, par Patrick Hemin qui lui vraiment est un spécialiste du logiciel et notamment du logiciel en secteur public, et enfin Valérie Ampep qui est plutôt sur la dimension marketing et projet client. Voilà, et moi je ne me suis pas présenté, je me rends compte, c'est Arthur Courty, je suis responsable de la stratégie territoriale chez MIA et j'ai plutôt un passé en administration centrale
avant d'intégrer notre bel scope. Et juste avant de passer à la session questions-réponses, si vous souhaitez, donc dans les prochaines étapes, il y aura d'autres webinaires qui vont avoir lieu, notamment le 30 octobre sur la gouvernance institutionnelle et la gouvernance de projet. Je vous en ai rapidement parlé, mais là, on ira un peu plus loin là-dessus. Et le 16 novembre, sur la question de l'urgence climatique et du pilotage, finalement, des politiques publiques en matière d'urgence climatique. Voilà. Je propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a. Merci Arthur. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Vraiment, n'hésitez pas. Ça peut être le moyen d'échanger, d'aborder des points qui peuvent être approfondis, d'autres questions. On vous écoute. En tout cas, ce que je pense clé vraiment dans l'approche en fait de l'action publique locale, c'est très simplement en fait de réfléchir à comment on fait pour faciliter le passage à l'action. Le problème, c'est souvent qu'on se retrouve dans des blocages un peu institutionnels avec des partenaires qui soit se désengagent du projet, soit ceux qu'on souhaitait voir engagés ne viennent pas, et soit on a des problèmes en matière de recherche de financement. Bref, tous ces blocages en fait font que le projet ne se réalise pas. Et c'est là où je pense qu'une solution comme Nia d'ailleurs, peut être intéressante, c'est parce qu'elle permet justement d'anticiper ces blocages organisationnels et d'anticiper ces micro-blocages qui finalement font que le projet abandonne, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est un outil très collaboratif qui permet d'impliquer le citoyen, qui permet d'impliquer l'acteur économique et qui permet d'impliquer le partenaire financeur au sein du pilotage de projet. Et donc finalement, de faciliter tout simplement sa mise en œuvre, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans MIA, c'est qu'on peut paramétrer l'outil et on peut penser cet outil de telle sorte à ce que on intègre les questions évaluatives, qu'on intègre les questions de recherche de financement, les questions de collaboration citoyenne dès l'amont du projet dans l'outil MIA, pour qu'il serve un petit peu de fil rouge tout au long de ce dernier, tout au long du projet, et ainsi facilite son passage à l'action et sa réalisation concrète, tout en vous donnant derrière, bien entendu, aux décideurs publics ou même aux consultants qui me regardent aujourd'hui, un outil aussi de capitalisation avec des diagrammes, avec la production de tableaux de bord, etc., qui permet finalement de suivre aussi le projet. C'est mon cabinet, un domaine avec un logiciel. Avec grand plaisir, Céline Legros, et de même Jean-Pierre Robert, avec grand plaisir. Je pense que vous avez nos coordonnées, mais je vais quand même laisser sur le chat mon adresse mail. N'hésitez vraiment pas à me contacter. Si vous le souhaitez, la présentation pourra vous être envoyée par mail. Vous pouvez soit envoyer un mail à Arthur à son adresse, me donner votre adresse mail dans le chat. Et oui, on pourra vous partager le PowerPoint, et puis vous pouvez retrouver aussi tous les replays de nos anciens webinaires sur notre chaîne YouTube. On pourra vous donner le lien également. Voilà. Donc oui, n'hésitez pas effectivement si vous souhaitez échanger, nous envoyer un mail, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Alors, une illustration concrète d'un cas d'usage, Valérie, oui. Typiquement, une illustration concrète que je trouve très intéressante, ce serait celle, donc on accompagne un territoire, alors en l'espèce une ville moyenne, je tairai le nom, dans la mise en place en fait de son plan stratégique. En fait, c'est une ville qui l'élu en fait a voté, les élus ont voté la mise en place d'un plan stratégique à l'horizon 2030 avec différentes actions concrètes et opérationnelles. Il s'avère que ce plan, l'espèce Harmonie 2030, avait un petit peu de mal à finalement à trouver son écho sur le terrain, à fédérer les acteurs et à trouver finalement son écosystème pour pouvoir exister. Et surtout, on se rendait compte qu'il y avait une vraie difficulté dans le passage à l'action
parce que en fait, les acteurs locaux n'avaient pas la vision des élus, et n'avaient pas la vision permettant finalement de convertir le programme stratégique en plan d'action opérationnel. Et du coup, on accompagne cette collectivité tout simplement dans la traduction, entre guillemets, de ce plan stratégique vers un plan opérationnel, en cartographiant les différents projets contenus dans ce plan-là, en cartographiant les ressources de ce projet. Ce ne serait pas dans la Drôme par hasard. Effectivement, certains ont deviné. Et du coup, on accompagne en fait dans la cartographie des projets, dans la cartographie des acteurs, et on va connecter ces acteurs à ces projets, connecter ces acteurs entre eux. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est que dans la fiche projet, donc finalement dans la partie collaborative, dès la partie dédiée à la collaboration dans l'espace projet, la personne avec qui on travaille a mis en place vraiment une fiche projet très particulière, parce que presque évaluative, et qui doit vraiment inciter les acteurs du terrain qui le souhaitent et qui sont partie prenante à ce projet-là, finalement à se poser les bonnes questions qui permettent à la fin au projet de réussir. Et du coup, en fait, en connectant les projets aux ressources, et en offrant aux ressources finalement, en leur posant les bonnes questions permettant de convertir le projet en action, eh bien, tout simplement, on est en train de débloquer la situation en facilitant le passage à l'action, et surtout en faisant en sorte que les acteurs locaux quittent leur vision un peu en silo, et qui les empêchait en fait de voir dans l'ensemble la politique publique, pour finalement les avoir dans une approche vraiment de projet où tout simplement ils se mettent en ordre de marche ensemble, collectivement, pour passer à l'action, et finalement mobiliser les bonnes ressources et les ressources clés au bon moment. Donc ça, c'est un outil, ça c'est un exemple assez intéressant. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est une collectivité où elle, pour le coup, elle a rencontré un autre problème. Donc là, c'était pas vraiment la dimension passage du plan stratégique au plan d'action qui posait souci, mais c'était plutôt l'animation en fait de l'écosystème territorial. Par exemple, là en l'espèce, c'est une collectivité qui dispose d'énormément de ressources en matière de formation, en matière d'emploi, de compétences, d'incubateurs, de partenaires financeurs, d'entreprises, de filières. Bref, c'est un territoire qui, pour le coup, est plutôt dense en ressources. Et elle s'est rendue compte que les nouveaux porteurs de projets, qu'ils soient citoyens ou entreprises, avaient un petit peu de mal à voir finalement les ressources disponibles sur le territoire. Et je réponds à votre question juste après, Jean-Claude Fargeau, très intéressante. Et donc, en fait, les acteurs avaient un petit peu de mal à visualiser l'ensemble des ressources sur le territoire. Et là où ça posait souci, c'est que ils allaient voir ailleurs, en fait. Ils allaient voir sur d'autres territoires, et c'était un peu dommage. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme cartographique. On a cartographié l'ensemble des ressources disponibles sur le territoire, on les a catégorisées, on les a triées en fonction des filières, en fonction de leur utilité, en fonction de leur place et de leur place dans l'écosystème. Et très simplement, en fait, le porteur de projet peut aller sur cet espace-là et voir autour de lui quelles sont les ressources mobilisables en matière de filière, en matière de compétences, en matière de financement, en matière de locaux, pour justement mener à bien son projet. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien dire que c'est une forme d'intranet territorial amélioré. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est que tout simplement, on a offert cette vision du territoire à des acteurs qui ne l'avaient pas forcément. Et on a réussi aussi à faciliter justement l'intégration des petits porteurs de projets au sein de ce territoire. Après, j'ai un dernier exemple assez intéressant sur les PAT, mais avant, je vais répondre à la question de Jean-Claude Fargeau. N'avez-vous pas des difficultés pour que tous les acteurs du projet utilisent votre outil? Comment faites-vous pour les mobiliser? Alors, dans votre question, il y a déjà une chose qui est très importante, c'est que cet outil, ça reste un outil, et rien ne remplacera jamais l'adhésion des acteurs du territoire au projet du territoire. Et donc, la première des choses, c'est vraiment, est-ce que les acteurs ont envie ou pas? Et bien entendu, si les acteurs n'ont pas envie, là, c'est compliqué. Mais la plupart du temps, quand même, les acteurs ont cette envie de travailler ensemble, mais n'y arrivent pas. Donc, c'est pas le problème de la volonté, mais c'est plutôt le problème de qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et du coup, tout l'intérêt et toute la richesse de l'outil MIA, ça réside dans sa simplicité. Et donc, des acteurs qui ont cette volonté de travailler sur le territoire, ils peuvent travailler ensemble grâce à l'outil.
et ce, en grande partie grâce à sa simplicité d'usage. En fait, pour un utilisateur lambda, il n'y a même pas besoin de formation, ça se passe en un clic, en une modification, et donc c'est très simple. Donc ça, c'est le premier élément mobilisateur. Et le deuxième élément mobilisateur, c'est, je vous en ai parlé rapidement, les séminaires ressources. Donc en fait, c'est tout simplement des moments qu'on organise avec les acteurs du territoire pour échanger avec eux, et ça permet aussi d'emporter l'adhésion au projet. Et donc finalement, c'est vraiment à la fois cette mobilisation physique et cette réunion d'acteurs combinée à la simplicité d'utilisation de l'outil qui permet finalement d'emporter l'adhésion et de faciliter l'utilisation de l'outil par les acteurs. Et je terminerai juste sur un point qui est aussi important et qui est aussi clé pour nous, c'est que finalement, dès le départ, quand on utilise l'outil MIA, on n'est pas juste une plateforme logicielle, on est aussi vraiment un accompagnant dans la méthode. Et donc, quand on arrive auprès d'une collectivité avec un consultant, on apporte aussi une méthode, et cette méthode, elle a pour but justement de faciliter et d'emporter l'adhésion des acteurs territoriaux. Et donc vraiment, cette méthode qui passe par les séminaires ressources, mais qui passe aussi parfois, qui peut aussi passer par des formations, qui peut aussi passer par un accompagnement avec un cabinet de conseil à côté. Bref, tout ça pour emporter l'adhésion des acteurs territoriaux, non pas autour de l'outil MIA, mais autour du projet territorial. Parce qu'une fois qu'ils adhèrent au projet territorial, ils adhèrent naturellement à l'outil MIA. Mais l'enjeu principal, c'est de les faire adhérer au projet du territoire. Donc, voilà. Quels acteurs regroupez-vous le plus souvent sur vos projets? Selon quelles modalités? Quels sont les freins à la mobilisation et à la collaboration? Alors, quels sont les acteurs qu'on mobilise le plus sur nos projets? Tout dépend du type de projet. Encore une fois, MIA, c'est, j'ai envie de dire, une page blanche dans la gouvernance territoriale. Si on va, par exemple, faire un projet en matière de formation, on va essentiellement mobiliser les acteurs de formation. Donc, ça va être les universités, les centres de formation, les écoles, les entreprises qui financent la formation pro, etc. Si on fait un outil, par exemple, là, on travaille actuellement sur des plans alimentaires territoriaux, des PAT. Là, on va mobiliser les filières agricoles, on va mobiliser les cantines scolaires, on va cartographier et mobiliser et s'appuyer en fait sur les acteurs institutionnels publics. Donc, c'est vraiment en fonction tout simplement du projet. Après, voilà, très simplement et la plupart du temps, bon, on va cartographier les acteurs institutionnels, les entreprises privées, on va cartographier aussi les associations de citoyens, parties prenantes au projet. On peut cartographier aussi les partenaires financeurs du territoire, donc les banques, hein, très simplement, le crédit agricole, le crédit mutuel, la banque des territoires, la préfecture qui donne des subventions. Donc voilà, après, c'est vraiment dans notre travail un petit peu d'accompagnement méthodologique en plus de l'accompagnement logiciel. On est aussi là pour travailler sur la catégorisation des ressources et quelles sont les ressources qui sont pertinentes à voir apparaître sur la carte. Et quels sont les freins à la mobilisation et à la collaboration? Alors, des freins à la mobilisation et à la collaboration, il y en a plein. Il y a des freins sur lesquels pas grand monde ne peut grand-chose. Hein. C'est par exemple parfois la volonté farouche d'un acteur de retenir l'information et de ne pas la diffuser. C'est aussi parfois très bête, hein, mais un manque d'interopérabilité entre systèmes. Mais bon, la plupart du temps, les freins, c'est quand même, à mon avis, en tout cas, c'est ce que je remarque aussi bien chez MIA qu'avant lorsque je travaillais à la NCT, les freins, c'est souvent dû à une mécompréhension. En fait, c'est des gens qui ne partagent pas une vision commune du territoire, c'est des gens qui ne comprennent pas ce que l'autre fait, et c'est des acteurs en fait qui ont du mal à penser en écosystème et qui pensent vraiment trop selon leur propre intérêt. Et donc là, justement, un outil comme MIA est pertinent parce qu'il va venir casser cette vision unique de l'acteur pour le faire comprendre qu'il se situe dans un écosystème et dans un jeu plus grand que son simple intérêt. Et là, on arrive petit à petit dans des phases de collaboration, dans des phases de mobilisation et qui marchent assez bien. Alors, il faut qu'il ait une vision politique avant toute chose. Oui, tout à fait. Là-dessus, je suis un peu plus d'accord, Céline. Je pense que la clé, c'est vraiment la clé de voûte de tout ça, c'est d'avoir une vision politique ou une vision stratégique qui permet justement
de fédérer les acteurs, parce que bon, BIA, ça reste un outil, mais la clé, et c'est ce que je disais au début, notamment dans le pilotage un peu des transitions des territoires, c'est d'être en mesure de finalement réussir à les identifier et avoir vraiment une vision strat là-dessus, quoi. Après, une fois que la vision strat est posée, justement, une fois que la vision strat est posée, là, on bascule vers la dimension opérationnelle du projet. Et c'est là où un outil comme IA peut devenir intéressant parce que les petits blocages de l'administration, les petits blocages des acteurs de l'écosystème, on peut les résoudre. Mais vraiment, pour moi, à la base, c'est la vision politique. Et si la vision et la volonté est là, après, les outils, on les trouve. Et les méthodes, on les trouve. Et c'est pour ça que l'IA existe. Je sais pas, peut-être s'il y a encore des questions. De toutes les manières, normalement, nos webinaires durent 45 minutes et là, il est midi 10. Je sais pas ce que tu en penses. J'allais dire Valérian, mais Laura. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on peut... Ouais. À moins qu'il y ait des questions de dernière seconde, moi, je suis preneur. Donc, vous avez le mail d'Arthur si jamais vous avez envie d'échanger à nouveau avec lui, recevoir les supports, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, super. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous pour vos remarques et vos questions. Allez, bonne journée. Merci, Et bon bonne appétit journée. surtout. Au revoir. Au revoir.